C'est un cancer qui fait souvent peur. Le cancer du pancréas, difficile à guérir. On en parle tout de suite dans Parlons Santé, une émission réalisée par Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital Européen et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maud de Bourquenay, Dialogue RCF. Bonjour docteur Régis Farah. Bonjour Maud. Vous êtes spécialisé en chirurgie digestive à l'Hôpital Européen de Marseille. Qu'est-ce que le pancréas exactement déjà ? Un organe digestif qui a une double fonction, exocrine et endocrine. Pour faire en termes simples, il facilite la digestion des protéines par fabrication d'enzymes qui se mélangent dans la lumière digestive. C'est la lipase, l'amylase et la lipase. Et il a une fonction endocrine qui a pour but la régulation notamment glycémique, de l'équilibre glycémique par la fabrication d'hormones comme l'insuline et le glucagon. Je l'ai dit en introduction un petit peu, le cancer du pancréas fait peur aujourd'hui. Quels sont les taux de survie actuellement ? Alors le cancer du pancréas fait peur parce qu'il est malheureusement, il conserve de mauvais chiffres. Le taux de survie, tout stade confondu, à 5 ans, il est de l'ordre de 8%. Donc c'est extrêmement bas. Et quand vous êtes dépisté à un stade potentiellement guérissable, ça peut monter jusqu'à 20%. Mais c'est des chiffres en fait qui sont globalement stables depuis très longtemps, malgré la progression en fait des outils médicaux, des médicaments, des techniques. Et on n'a pas encore réussi à trouver, même s'il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on travaille énormément, on n'a pas encore trouvé la combinaison parfaite qui permet de voir la transformation qu'on a pu connaître dans le cancer du sein, par exemple, ou bien dans la prise en charge du mélanome, qui sont des maladies qui avaient des pronostics quand même qui étaient effroyables, comme le cancer du pancréas, et qui ont été totalement transformés en fait avec l'avènement de nouveaux angles d'attaque, notamment des thérapies, des médicaments ciblés, des médicaments qui modifient l'immunité, et on espère vraiment connaître ça pour pouvoir justement augmenter nos résultats et soigner un maximum de gens. Est-ce que c'est un cancer dont on peut guérir ou est-ce que juste on arrive à peut-être le stabiliser ? Oui, c'est un cancer dont on peut guérir, mais avec les chiffres que je vous ai donnés, mais c'est aussi un cancer qu'on peut stabiliser. C'est-à-dire qu'il y a des patients chez lesquels on diagnostique, on découvre un cancer pour lequel aujourd'hui, avec les données de la science, on ne peut pas leur proposer une guérison. Mais on a des options thérapeutiques qui permettent de ralentir, voire stopper l'évolution. Et des fois, on voit des choses assez incroyables, avec des patients quand même qui ont des durées de vie extrêmement longues, avec des maladies en place. Mais ça nécessite de bien pouvoir les dépister, de pouvoir les traiter au plus tôt, d'affiner justement le profil de la maladie. Il faut savoir établir une sorte de carte d'identité de la maladie pour pouvoir donner les bons traitements et pour pouvoir justement chroniciser une maladie qui, en évolution naturelle, en fait, serait dramatique. Mais pourquoi il est si difficile à traiter ? Bien, le pancréas, de par sa localisation rétropéritonéale, c'est un organe en fait qui est situé assez haut dans le ventre et très profondément. Il va parler très tardivement. D'accord ? Le diagnostic, les signes cliniques plutôt, qui vont amener le patient en fait à consulter, sont le plus souvent malheureusement dans des stades d'évolution assez avancés. Donc, suivant la localisation du développement de la tumeur, de la masse tissulaire, eh bien, il peut y avoir des signes qui apparaissent, mais le signe obstructif sur l'intestin, c'est en général des tumeurs qui ont longtemps progressé et qui ont développé un profil d'extension en dehors du pancréas. Il n'y a que quand les tumeurs se développent dans la région céphalique, dans la portion terminale du pancréas, qui est au contact de l'intestin, où il y a la voie biliaire en fait qui se draine, le conduit qui relie le foie à l'intestin. Eh bien, lorsque celui-ci se retrouve comprimé, il peut y avoir une jaunisse. Les patients jaunissent, ça se voit tout de suite. Ils ont les yeux jaunes, le teint jaune, les selles décolorées, les urines foncées. Eh bien, à ce moment-là, en fait, on peut rapidement aller réaliser un bilan diagnostique pour aller vérifier s'il y a un obstacle mécanique qui peut s'avérer être une tumeur du pancréas. C'est pas toujours tout le temps ça, heureusement, mais en tout cas, ça, c'est le principal signe révélateur quand la tumeur siège de ce côté-là.
Après, un patient de plus de 50 ans qui perd beaucoup de poids, qui a un diabète découvert récent ou une aggravation de son diabète de manière importante, c'est des signaux indirects qui sont très importants, qui doivent conduire à réaliser en fait des explorations par imagerie pour justement essayer de rechercher et éliminer cette pathologie. Justement, c'est comme pour beaucoup de pathologies, important de la prendre le plus tôt possible. Vous avez mis en place, il me semble, à l'hôpital européen des urgences pancréas. Comment ça fonctionne ? Alors, le plan urgence pancréas, la base, c'est de dire, on est parti d'un constat qui est le suivant, c'est que le cancer du pancréas est difficile à mettre en évidence et relève en fait d'un parcours patient qui est assez long et un peu compliqué, reposant sur plusieurs interventions de spécialistes. Et donc, le parcours moyen d'un patient, aujourd'hui encore en France, il est de l'ordre de 3 mois pour établir le diagnostic. Entre les premiers symptômes qui alertent et le traitement, 3 mois. La perte de chance liée à ces 3 mois sans traitement, elle est de l'ordre de 2,4% par semaine de retard de prise en charge. Donc aujourd'hui, les médicaments, on en a qui évoluent, mais qui n'ont pas transformé le truc. La chirurgie, elle reste quand même globalement la même. Le seul moyen sur lequel on peut agir, c'est de grignoter sur ce pourcentage de perte de chance lié au retard de diagnostic. Donc, on est parti de ce constat-là et on s'est organisé pour pouvoir proposer à un patient, quel qu'il soit, de pouvoir avoir recours à tous les examens concentrés au même endroit et que le patient, si vous voulez, soit au centre de ce parcours diagnostique pour qu'on puisse établir les bons examens et les bonnes interprétations et qu'on puisse au plus vite établir le diagnostic et entamer le traitement. Voilà. Donc, comment le patient fait ? Il appelle, justement, s'il a un signe précurseur, comment ça se passe ? Alors, il y a des patients qui viennent d'eux-mêmes. Le plus souvent, c'est quand même leur médecin généraliste qui nous les adresse. Mais il y a en fait un secrétariat qui est disponible pour ça, un secrétariat à l'hôpital européen pour les urgences pancréas, avec des secrétaires qui sont dédiés et qui organisent et planifient les parcours. Et en fait, ça peut être un radiologue qui réalise un examen, qui a un doute. Ça peut être un patient lui-même qui en a entendu parler, qui vient. Ça peut être un médecin généraliste. C'est assez ouvert. Le but, justement, c'est que tout le monde puisse globalement avoir accès au plan. Après, on doit screener, évidemment. On ne peut pas faire entrer tout le monde et réaliser tous les examens pour n'importe quoi. Donc, il y a un premier écrémage qui se fait avec un avis médical, un médecin. Et ensuite, en fait, il y a une consultation rapide qui est organisée avec soit un oncologue digestif, soit un chirurgien digestif pour vérifier si le patient est éligible à entrer dans ce parcours accéléré, puisqu'en fait, il va prendre des rendez-vous qui vont tomber automatiquement très rapidement pour réaliser le parcours diagnostique complet. C'est un cancer qui fait peur, mais est-ce que c'est un cancer fréquent ? C'est un cancer assez fréquent et c'est un cancer dont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de survenus augmente. Il a doublé sur les 2 dernières décennies et les projections, c'est que ça va continuer à doubler. Et c'est vrai en France comme dans le monde. Donc on a des méthodes diagnostiques qui sont meilleures aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on en voit... On dépiste plus du coup. On dépiste mieux, on dépiste plus, mais ça reste dans les cancers celui qui interroge quand même, puisque son incidence augmente, et avec les mauvais résultats dont je vous ai parlé, eh bien ça va devenir bientôt en fait la 2e cause de mortalité par cancer en France. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vraie progression à l'échelle française et mondiale. Et comment est-ce qu'on l'explique ? Quels sont les facteurs de risque ? Alors, les facteurs de risque, ils sont de plusieurs types, mais le plus connu et le plus étudié, c'est le tabac. Oui. Vous augmentez significativement le risque de cancer du pancréas par une intoxication tabagique qui va de la simple cigarette quotidienne. Il y a une augmentation de 6% chez les patients qui consomment une cigarette quotidien. Quand vous fumez un paquet par jour, vous augmentez de 60% le risque de cancer du pancréas. Bien évidemment, le tabac n'a pas que ça comme effet. Avant de développer un cancer du pancréas, vous pouvez faire d'autres cancers, poumons, gorge, vessie.
ou de pathologies cardiovasculaires, AVC, infarctus, ce genre de cochonneries. Donc le tabac est clairement incriminé et connu. Le diabète également, par fragilisation en fait de la glande pancréatique, c'est un élément pourvoyeur de cancer du pancréas. Et l'alcool serait aussi aurait un rôle aujourd'hui pas complètement direct, mais en tout cas est fortement incriminé. Et il y a des facteurs génétiques parfois ? Oui, il existe des formes familiales qui sont heureusement vraiment les moins fréquentes, c'est de l'ordre de 5%, mais il y a des prédispositions génétiques qui peuvent vous amener à développer des cancers du pancréas. Donc les patients chez qui on le dépiste et qui sont jeunes notamment, on fait toujours une recherche génétique pour pouvoir justement adopter un suivi adéquat et pouvoir intervenir au plus tôt dans le cas où il développerait une tumeur. Il y a de plus en plus de femmes qui sont touchées. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Alors, l'augmentation de l'incidence, elle est plus importante chez les femmes que chez les hommes. Mais l'augmentation de l'incidence chez la femme, ça reste quand même toujours l'homme qui est le plus touché, mais les femmes nous rattrapent dans tous les domaines de la société et pour les cancers. Malheureusement, celui-là aussi. Alors, c'est aussi lié aux habitudes. Je veux dire, il y a de plus en plus de femmes qui se sont émancipées, qui fument et qui ont adopté des comportements qui ressemblent au comportement des hommes qui sont touchés par ces cancers. Donc, c'est pas l'imprégnation hormonale aujourd'hui qui est incriminée dans le développement de ce cancer. C'est pas un cancer du sein. En revanche, le constat, c'est que l'augmentation de l'incidence est plus marquée aujourd'hui chez les femmes que chez les hommes. C'est des femmes qui ont justement commencé à fumer il y a de nombreuses décennies et puis qui aujourd'hui maintenant sont un peu plus âgées, c'est ça, et ont les conséquences de... Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un facteur important à prendre en considération. L'émancipation féminine, c'est très bien, mais ça conduit justement à des attitudes pour lesquelles il y a des conséquences aujourd'hui et possiblement, en tout cas, le cancer du pancréas vient les faire recoller à la barre des hommes. Est-ce qu'on peut adopter une hygiène de vie qui réduise les risques ? Alors, on ne peut jamais être sûr qu'on évite un cancer, mais est-ce qu'on peut quand même essayer d'avoir une hygiène de vie qui évite les risques ? Bien sûr. Qui limite les risques, ça, c'est un peu du bon sens. Mais, pour beaucoup de cancers, j'imagine. Mais... Oui, alors il y a même des travaux très intéressants qui ont été réalisés chez des patients qui sont pris en charge pour un cancer, où on montre que l'activité sportive peut avoir des bénéfices aussi importants, voire supérieurs à la chimiothérapie. Donc c'est quand même assez dingue. Et c'est des travaux qui ont été menés chez les femmes touchées par des cancers du sein. Et aujourd'hui, en fait, l'activité physique au quotidien, le sport, ça reste une vraie arme pour pouvoir lutter contre le cancer. Donc la pratique d'activité physique, c'est un élément important. L'hygiène alimentaire, pas de diabète. Enfin, le diabète, vous pouvez le développer, mais si vous adoptez des consignes alimentaires, vous pouvez le réguler et au mieux le juguler. L'obésité qui peut accompagner le diabète, pareil, c'est aussi un facteur incriminé, j'en ai pas parlé, mais donc oui, les règles alimentaires, éviter la surconsommation de toxiques. Je veux dire, boire un peu de vin ou un peu d'alcool, c'est pas très grave, mais si vous en consommez trop, ça a des conséquences qui dépassent le cancer du pancréas. Et la consommation de folate, j'ai vu, vous l'évoquiez chez nos confrères de M-Provence. Absolument, ça c'est plutôt un facteur protecteur. D'accord, mais ça c'est plutôt bien. Oui, ça c'est bien. C'est quoi les folates du coup c'est des vitamines qu'on retrouve en fait c'est des oligo-éléments. Donc en fait, c'est pareil quand vous adoptez un mode d'alimentation équilibré, que vous prenez pas mal de fruits, de légumes, vous arrivez à trouver ça. Après, il s'agit pas de manger des pilules. Bourrées de folates, ça a aucun sens en fait. Et on recharge très vite ces recharges et vous en fabriquez également, donc il n'y a pas besoin de vous surcharger. Il n'y a pas de médicaments miracle à prendre en prévention de ce genre de choses, quoi. Donc manger bien et faire du sport, c'est les conseils qu'on peut donner en tout cas. Ouais, aussi simple soit-il, mais ça reste quand même du bon sens. La base. Et puis voilà, puis ça fait bien, on a plein des égards en fait. Merci beaucoup, Dr Régis Farah. Je rappelle que vous êtes médecin spécialisé en chirurgie digestive à l'hôpital européen de Marseille. Vous nous parliez du cancer du pancréas.